Bon, on va commencer. Bonsoir. Ce soir, on a donc le plaisir de recevoir Béatrice Lapéroux, qui est professeure de droit ici, de droit pénal, spécialiste de droit pénal et de droit de l'entreprise notamment, et responsable donc du master de droit pénal ici à Besançon. Donc, elle va nous parler harcèlement au travail. Et merci beaucoup, Béatrice, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation et merci également à la MSHE qui me permet de revenir dans ces locaux absolument somptueux dans lesquels il est très agréable d'intervenir dès lors que le diaporama fonctionne. Il m'a été demandé de vous parler du harcèlement moral et notamment de la dernière évolution en la matière, à savoir la décision qui a été confirmée par la Cour de cassation en janvier 2025 portant sur le harcèlement moral dit institutionnel. Il s'agit d'une décision dont vous avez certainement entendu parler parce qu'elle a fait énormément de bruit. C'est la décision qui concerne l'entreprise France Télécom. Et avant de vous parler plus précisément de cette affaire France Télécom, il va falloir que je vous resitue le contexte et avant même cela, que je vous explique ce que l'on entend par harcèlement moral en matière pénale, parce que le harcèlement moral n'a pas la même définition en matière pénale et en matière civile. Et du coup, n'étant pas sûr que vous maîtrisez bien la différence entre le droit pénal et le droit civil, même si ça doit être le cas de pas mal d'entre vous, je me permettrai quelques petits rappels à ce sujet. Alors, tout a commencé à la fin des années 90. Vous avez peut-être lu à l'époque l'ouvrage de Marie-France Irigoyen, qui est une psychiatre qui a écrit La violence perverse au travail. C'est devenu un best-seller. C'était la première fois qu'un livre était consacré à la violence au travail. Cet ouvrage, ce manuel, a été le point de départ de débats parlementaires qui ont amené à l'adoption d'un texte en janvier 2002 qui a introduit dans le droit le harcèlement moral. L'innovation était de taille et en fait, elle traduisait principalement ce que nous continuons à vivre, me semble-t-il, aujourd'hui, une évolution des mentalités de notre société vers une prise en considération accrue de la santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose dont on ne parlait pas. On n'a pas tous le même âge, mais il y a 20 ans, on ne parlait pas de santé mentale. On ne parlait pas de charge mentale. Voilà, c'était quelque chose qui n'était pas verbalisé. Donc il y avait sans doute il y avait de la souffrance au travail, il y avait de la souffrance partout, mais on ne parlait pas de santé mentale et encore moins de bien-être au travail. Et donc, cette discussion parlementaire qui a abouti à l'adoption de la loi de 2002 a introduit le harcèlement moral à la fois dans le code pénal et dans le code du travail. Donc c'était c'est un phénomène en fait dont on a pris conscience et qui s'est conjugué avec la volonté, notamment du Parti socialiste à l'époque, de vouloir protéger davantage les droits fondamentaux et la santé des personnes dans le milieu professionnel. Pour faire rapidement sur la responsabilité civile et la responsabilité pénale, et de manière simple, la responsabilité civile, vous allez y avoir recours lorsque, par exemple, vous êtes victime d'un dommage dont l'origine peut être ou non une infraction. Par exemple, on vous rentre dedans. On ne fait pas exprès, donc c'est un accident, vous allez demander réparation du dommage que vous avez subi, on vous tape dessus, ça on l'a fait exprès, donc là vous avez une incrimination, donc responsabilité pénale, c'est une infraction, et vous avez, vous personnellement, subi un préjudice. Donc dans mon deuxième exemple, vous allez pouvoir, la situation va permettre de rechercher et la responsabilité civile de l'auteur du coup volontaire et sa responsabilité pénale puisqu'il a commis une infraction.
je synthétise vraiment énormément. La responsabilité civile, c'est obtenir des dommages et intérêts ou obtenir sa réintégration dans une entreprise après un licenciement. C'est du civil, c'est de l'intérêt personnel, intérêt privé. La responsabilité pénale, l'auteur des faits a méconnu un interdit, a méconnu une règle qui a pour objet de protéger l'ordre public, pas la victime, de protéger l'ordre public, l'intérêt général. Et parce que j'ai commis des violences volontaires, parce que j'ai volé, parce que j'ai violé, je vais être poursuivi au pénal par le procureur de la République, ça vous connaissez certainement. Et la sanction qui va en découler n'est pas l'obtention de dommages et intérêts pour le particulier ou la réintégration dans l'entreprise après le licenciement, mais la sanction, c'est le prononcé d'une peine, qui peut être de la privation de liberté, qui peut être une peine d'amende, les deux, qui peut être la confiscation d'une arme, du permis de conduire. Donc on voit ici que les deux objectifs sont différents. J'espère que vous avez compris la différence. La responsabilité civile, elle est faite pour protéger les particuliers. La responsabilité pénale, elle est faite pour assurer l'ordre public. Et donc on punit, mais ça n'aura en principe aucun effet sur la victime. Donc, j'en reviens à mon harcèlement moral. Le harcèlement moral a été introduit et dans le Code du travail et dans le Code pénal. Donc, dans le Code pénal, c'est une infraction, c'est un délit. Et donc, moi, je ne vais parler que de cet aspect-là du phénomène du harcèlement moral. Vous allez voir, c'est déjà bien assez complexe. On parlera un autre jour de la responsabilité civile si besoin. Mais ce soir, je me consacre au délit de harcèlement moral. Alors, ce délit de harcèlement moral, je vous l'ai dit, il a été introduit en janvier 2002. Cette loi avait pour objet principalement de protéger les salariés et on étudiera en détail l'incrimination. C'est l'article 222-33-2 du Code pénal. Le harcèlement moral, tel qu'il a été créé dans sa première acception, impliquait une dégradation des conditions de travail. Donc on avait vraiment un lien avec le travail qui était très très étroit. Même si à mon avis on pouvait dépasser le milieu du travail, mais peu importe. En 2010, le législateur a créé un nouveau délit, donc à l'article 222-33-2-1, un délit qui a introduit le harcèlement moral. Alors j'ai précisé dans le couple, en fait c'est vraiment pris au sens large du terme, c'est-à-dire entre conjoints, entre personnes pacsées, sous pax, mais également entre concubins, entre anciens conjoints, entre anciens concubins, entre anciens pacsés. D'accord ? Donc le législateur a vraiment voulu protéger un maximum la relation alors qu'elle est encore présente, mais également protéger une éventuelle victime qui subirait un harcèlement moral du fait de l'existence d'une ancienne relation. Alors pour faire rapidement, le harcèlement moral dans un couple, c'est par exemple, et j'avais un député qui m'avait appelé pour ça, pour savoir s'il était intéressant de créer un nouvel article, c'est par exemple le mari qui refuse que sa femme travaille. D'accord ? Donc madame, voilà, les enfants, elle a vu, et en fait elle veut travailler, être indépendante, avoir son indépendance financière, c'est sans doute ce qui gêne monsieur. Et monsieur va, c'est tiré d'un cas réel, hein, et monsieur va l'appeler toute la journée à son travail. Il va bloquer sa ligne téléphonique. Donc il a réussi à obtenir la ligne téléphonique de madame et il l'appelle pendant toute la journée au travail, pendant 2 jours, de sorte qu'au bout du 3e jour, l'employeur demande à la dame ce qu'il faut faire et on en arrive à cette affaire de poursuite pour harcèlement moral au sein du couple. Donc ça, c'est 2010. Et puis, c'est pour ça que je vous dis que ça s'insère dans une évolution de notre société, une sensibilisation de notre société. Et puis, donc progressivement,
le législateur est sorti de ces relations qui sont des relations un petit peu fermées, la relation au travail, la relation au sein du couple, et il a créé un nouveau délit, le délit de harcèlement moral qu'on pourrait qualifier de général. En fait, il est défini comme le harcèlement moral qui entraîne une dégradation des conditions de vie. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez large. Dégradation des conditions de vie. Donc il s'agit d'un article, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le cœur de notre discussion ce soir. C'est un article qui a été modifié 3 fois, dont une fois en 2018, là je voulais indiquer parce que c'était important, avec cette circonstance aggravante du cyberharcèlement. Le harcèlement en ligne qui peut, on le sait, entraîner une dégradation des conditions de vie. Et dernière étape, donc c'est 2022. On en a parlé récemment, il y a une semaine, on en parlait aux informations. Donc c'est le harcèlement moral à l'école scolaire qui a été incriminé. Alors vous avez sans doute entendu parler, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, du harcèlement moral de rue. C'est-à-dire qu'on se promène et vous avez des gens qui vont vous agresser, vous faire des remarques désobligeantes. Je ne parle pas du harcèlement sexuel, je parle bien du harcèlement moral. Mais en fait, c'est les journalistes qui ont un peu galvaudé l'expression parce que le harcèlement moral de rue, il n'existe pas dans le code pénal. D'accord ? Il y a des comportements d'agression ou de violence morale, mais ça ne rentre pas dans le harcèlement à proprement parler. C'était juste, je pense, pour des commodités de lisibilité des dispositions nouvelles. Donc nous nous concentrons sur le harcèlement moral au travail, c'est-à-dire le texte qui a été introduit en 2002. Donc le voici, ce texte, l'article 222-33-2. J'ai mis en gras les points sur lesquels je vais revenir à plusieurs reprises lors de cette présentation. Donc le harcèlement moral, mode d'emploi. Pour les nuls en harcèlement moral, voilà ce qu'il faut faire. Donc il va falloir, et vous voyez que le législateur définit le harcèlement par le terme harcèlement, trouvez l'erreur. Donc c'est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui est susceptible de porter atteinte à ses droits, pronom possessif, donc aux droits de la victime, et à sa dignité, donc à autrui, d'altérer sa santé ou donc physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Donc c'est à partir de ça que nous allons travailler pour que je vous explique dans un premier temps ce qu'est le harcèlement moral et que vous compreniez les enjeux de l'affaire France Télécom. Alors nous allons décortiquer, nous allons faire de l'analyse de texte. Surtout, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Voilà, au contraire, ce sera avec grand plaisir qu'on en parlera au fur et à mesure s'il y a des choses qui sont trop opaques ou que j'utilise un vocabulaire trop juridique. Surtout, vous m'arrêtez. Donc, vous avez vu, je vous ai dit, on définit le harcèlement par le harcèlement, le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés. Donc, on en déduit que harceler, c'est tenir des propos ou de comportements répétés qui ont certains effets. Donc le choix a été effectivement fait par le législateur de ne pas donner une liste exhaustive des propos ou des comportements de harcèlement moral. Vous imaginez bien que l'imagination humaine, vous le savez, est absolument prodigieuse. Et que de toute façon, il y aurait eu des trous dans la raquette si le législateur avait décidé de lister les comportements de harcèlement moral qui méritaient de faire l'objet d'une répression. Je vous donnerai quelques exemples, vous verrez que voilà, la situation est vraiment... on ne pouvait pas se permettre de donner une liste de propos ou de comportements, même si pour les propos, ça aurait pu être assez rigolo. Alors, à partir de ce texte où finalement on ne nous définit pas vraiment ce qu'est le harcèlement moral, il faut commencer par comprendre ce que n'est pas le harcèlement moral. Alors, ce que n'est pas le harcèlement moral, peut-être que vous avez une idée, si ce n'est pas moral, c'est physique. Donc, le harcèlement physique ne rentre pas dans le harcèlement moral, pas plus que le harcèlement sexuel. D'accord ? Donc, dès lors qu'on est face à des comportements de harcèlement physique, ça peut être des agressions physiques régulières, ou face à des comportements sexuels répétés,
on va sortir de cette définition, de ce délit du harcèlement moral au travail, et on va avoir d'autres textes qui seront prévus. Je n'ai pas emmené mon code, c'est trop lourd. D'autres textes qui sont prévus donc, dans le code pénal. Sachant qu'en matière pénale, contrairement à la matière civile dont je vous parlais tout à l'heure, on ne peut pas poursuivre sans texte. D'accord ? Il y a une phrase latine qui nous dit « nullum crimen sine lege ». Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de crime ou d'infraction sans texte. C'est-à-dire que, par exemple, tricher à l'école, ce n'est pas prévu dans le code pénal, ce n'est pas une infraction. Par contre, tricher à l'école, c'est une faute. D'accord ? Puisqu'il y a un règlement, donc c'est une faute. Donc on va pouvoir rechercher ta responsabilité éventuellement civile, même si c'est rare, mais plutôt disciplinaire. Mais au plan pénal, comme je n'ai pas de texte, je ne pourrai pas engager de poursuite du chef sur ce comportement-là. Donc, ce qui n'est pas harcèlement moral, c'est le harcèlement physique, c'est le harcèlement sexuel qui va sortir de l'incrimination. Ensuite, le harcèlement moral, donc c'est un comportement qui vise autrui. Donc, on va après se poser la question de savoir mais qui est donc autrui. Il nous faut donc, nous dit le texte, des propos ou des comportements. Donc, faute de précision complémentaire, n'importe quel propos, n'importe quel comportement peut être saisi comme constituant un élément du harcèlement moral, puisque vous l'aurez compris tout de suite, il faut que ce soit répété, puis harceler, c'est un petit peu répété, d'accord ? Donc, puisqu'il faut harceler, il faut revenir à plusieurs reprises, et puis puisqu'il faut que ce soit répété, ça va être un comportement ou un propos parmi d'autres qui, pris cumulativement, vont aboutir à une situation de harcèlement moral. Alors, concernant ces actes et ces comportements, je vais en dire quand même quelques mots. Donc, c'est le premier élément constitutif. Donc là, je vous ai mis en haut les 4 éléments constitutifs que le juge doit caractériser pour reconnaître la culpabilité du prévenu, de la personne poursuivie. Donc, le premier élément constitutif, il me faut des actes ou des propos, des actes de harcèlement moral. Alors, ces actes, pour un petit peu simplifier la chose, et c'est là que ça va nous permettre d'illustrer mes propos, ce peut être à la fois des actes de harcèlement directs, mais aussi des actes de harcèlement indirects. Alors, les actes directs, ce sont ceux qui vont être directement adressés à la victime. Donc, dans les propos, on pourra penser à des agressions verbales, donc des injures. Donc là, je n'illustrerai pas mes propos, je laisse votre imagination imaginer les injures qu'on peut proférer dans le cadre du travail. Des brimades, dire à quelqu'un qu'il est nul, que le travail qu'il fait, c'est toujours nul, que vraiment c'est le dernier des nuls, et que ce n'est pas avec lui qu'on va inventer le couteau à couper le beurre. Ce sont bien évidemment des propos que j'ai relevés dans certaines décisions, et je vous passe les pires. Ce peut être également des réflexions régulières sur la manière de se tenir, sur la manière de parler. Il y a un cas qui a été, c'était une personne d'origine africaine, et son chef de service lui disait toujours, quand ils étaient en réunion forcément, parce que sinon c'est pas drôle, allô Mamadou, bonjour, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui ? Et il lui parlait toujours comme ça, en petit nègre. Donc en soi, c'était pas agressif parce qu'il ne l'insultait pas, il ne l'agressait pas, il était plutôt agréable avec lui, mais à Mamadou, il lui parlait toujours comme ça. Et donc ici, on a considéré qu'il s'agissait de propos vexatoires. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément le contenu. Le contenu, il n'était pas du tout vexatoire. C'est la manière de s'exprimer qui va faire que c'est vexatoire. D'accord ? Donc on va s'intéresser à la fois au contenu et à la forme des propos pour dire s'ils sont de nature à entraîner une dégradation, on en parlera après, des conditions de travail. Donc voilà, les remarques désobligeantes, les traits d'humour qui sont déplacés, qui sont inappropriés, voilà, ce genre de comportement qui est gênant quand il est présenté une fois. Si on parle petit nègre à une personne noire une fois, c'est vexant, mais c'est pas du harcèlement. Si on le fait à chaque fois qu'on est en réunion,
là, c'est vraiment de l'agression. Donc voici pour les agressions verbales. Certains comportements peuvent également être jugés agressifs ou vexatoires. Cette fois-ci, on va s'intéresser à des attitudes, des comportements qui ne passent pas par le langage, mais qui peuvent tout autant que des paroles toucher la dignité, la respectabilité, le bien-être de l'individu, et qui vont être stigmatisés par le juge qui va devoir étudier l'ensemble des comportements qu'on lui présente. Alors ces comportements, comme on est dans une hypothèse de harcèlement moral direct, ils vont être analysés non pas par rapport à la tâche de travail, parce que quand on passe par la tâche de travail, c'est indirect, ils vont viser directement la personne. Par exemple, on va lui imposer des conditions de travail humiliantes, dégradantes, où on va se comporter avec elle de façon vexatoire ou méprisante. Alors, illustration toujours tirée de faits réels, on veut la faire partir, mais on n'a pas envie de la licencier, d'accord? Parce que voilà, on n'a pas envie de dépenser de l'argent, on ne veut pas non plus faire une rupture conventionnelle parce que ça coûte trop cher. Donc, on est dans un entrepôt, enfin, ce sont des entrepôts, on est dans du transport routier, donc on est en périphérie d'une ville, et vous imaginez un petit peu, on a les bureaux d'un côté, et puis on a tous les entrepôts pour, c'est hyper grand, on a différents entrepôts pour stocker du matériel, pour stocker les remorques, pour faire les travaux, etc. Et elle, on lui trouve un bureau tout au bout du bout, donc à peu près à 600 mètres, puisque ça fait 600 mètres de long. Donc une petite pièce de 9 mètres carrés. C'est dans un entrepôt, donc il n'y a pas de fenêtre. Hein. Ici, c'est beau, il n'y a pas de fenêtre, mais voilà, c'est moins beau. Ça fait 9 mètres carrés, et il n'y a pas d'accès aux toilettes, puisque c'est un entrepôt, elle est dans un entrepôt, et un petit cagibi en fait qui se trouve dans cet entrepôt, et quand elle veut aller aux toilettes, il faut qu'elle fasse ses 600 mètres, c'est bon pour la santé, hein, mais voilà, il faut qu'elle fasse ses 600 mètres, aller-retour, et bien entendu, il n'y a pas de chauffage parce que c'est un entrepôt. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont des conditions de travail qui sont vexatoires. Là, je vous ai parlé principalement de ce que peut faire l'employeur contre ses salariés, parce qu'on a tous cette image-là. Mais le harcèlement moral, on va en parler tout à l'heure, c'est pas forcément un harcèlement moral vertical descendant. Le harcèlement moral, il peut aussi être horizontal, entre collègues. Donc, illustration de comportement vexatoire, un collègue qui s'est marié avec l'ex d'un autre collègue, qui sera la victime. Donc monsieur A, d'accord, se marie avec l'ex-femme, enfin d'ailleurs elle a quitté monsieur B pour monsieur A, monsieur A ne trouve pas mieux que d'afficher sur le tableau syndical les faire-part de leur mariage et les faire-part des enfants issus de l'union, avec bien évidemment des propos, etc., en lien avec l'ancien mari. Donc ici, on a considéré que ces propos relevaient du harcèlement moral entre collègues. Le harcèlement moral, ce sont également des comportements qui sont jugés comme étant abusifs. Par exemple, tout simplement, ça se rencontre beaucoup, étonnamment, dans les mairies, la privation de salaire. On a plusieurs affaires. Le maire a décidé, parce qu'il arrive, j'en parle là, parce que bon, voilà. Le maire arrive, hop, il arrive aux manettes, et il ne voulait pas la secrétaire Ginette. Et donc Ginette, comme il n'en veut pas, il décide, parce qu'il est maire, et puis maintenant ils ont une formation, mais à l'époque ils en avaient moins. Et donc il a décidé que Ginette, c'était pas la peine de la payer pour ce qu'elle faisait. Et donc elle a plus son salaire. Donc ça, c'est un comportement abusif. Il a abusé de son pouvoir en termes de gestion du personnel pour priver la salariée de mairie de son revenu. Comportement vexatoire également, le fait d'ignorer une personne. Tu n'existes pas, je ne te vois pas. D'accord ? Donc on ne lui dit pas bonjour, on ne lui dit pas au revoir. Elle est transparente. Et puis, dans les comportements directs, vous avez également, donc là je vous ai décrit principalement des comportements actifs, sauf le dernier, je vous ai dit j'ignore quelqu'un, donc c'est une omission. Mais on a effectivement donc des omissions
qui peuvent... c'est pas parce que vous faites rien que vous ne pouvez pas être poursuivi pour harcèlement moral. D'accord. Vous regarderez dans Le Monde, il y a eu un article en janvier 2025. C'est une tribune de deux personnes, c'était pour vendre leur bouquin, mais bref. Donc, une avocate et je crois que c'est une psychologue, qui expliquait qu'elles avaient eu une affaire, elles sont consultantes en entreprise, et en fait, elle expliquait que les harceleurs ne se rendent pas forcément compte qu'ils harcèlent. Elle a eu droit un jour à une réponse, mais ça fait 6 mois que je ne lui parle pas, comment je peux la harceler? Effectivement, ça fait 6 mois qu'il ne parle pas, mais ça peut être du harcèlement. D'accord. Donc, action, omission, ça peut être du harcèlement dans tous les cas. Le harcèlement peut par ailleurs être indirect. Donc là, il passera par la tâche de travail fournie ou pas. Donc, le principe ici, c'est que l'employeur ou un salarié, puisque je vous ai dit que tout le monde pouvait dans l'entreprise être auteur de harcèlement moral, ces deux acteurs, l'employeur, le salarié, les salariés entre eux, sont obligés de se comporter convenablement. D'accord. Lorsqu'on signe un contrat, même quand on est fonctionnaire, on a une obligation de loyauté, a fortiori si on est fonctionnaire. Obligation de loyauté, obligation de respecter la moralité d'autrui, de respecter la dignité d'autrui. Ça découle d'un principe très général qu'on retrouve dans le Code civil, c'est l'obligation d'exécuter son contrat de bonne foi, que ce soit n'importe quel contrat, un contrat de vente, un contrat de location, un contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Et donc ici, on est dans des comportements où les agressions ou les propos ne vont pas concerner directement la personne, mais elles vont passer par la tâche de travail. Et là, ça va être beaucoup plus difficile dans les faits de caractériser le harcèlement moral parce que la personne, on la respecte, on lui parle super bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus insidieux. Donc on sait que dans le cadre du travail, généralement ça va être l'employeur ou le supérieur hiérarchique, le travail effectué par le salarié, c'est certes celui qui est prévu dans votre contrat, parce que dans votre contrat on va décrire ce que vous devez faire, mais il va s'effectuer selon les méthodes, selon les directives, selon les indications de l'employeur ou du supérieur hiérarchique. Et conséquemment, toute modification de ces conditions de travail vont être de la seule décision, d'une décision concertée de la hiérarchie ou de l'employeur. De sorte que c'est un pouvoir unilatéral, l'organisation des conditions de travail et des tâches qu'on vous fournit, ça vous vient d'en haut et vous effectuez ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est un pouvoir unilatéral qui est un pouvoir d'adaptation du contrat de travail selon, si Ginette elle ne veut pas se mettre à l'ordinateur, même si elle a un Mac et que c'est difficile à brancher, il va falloir qu'elle se mette un petit peu au goût du jour. Et ça, c'est son supérieur hiérarchique qui lui dit il faut arrêter les papiers et il faut qu'on passe effectivement par les technologies actuelles. Donc on voit ici que l'employeur, le supérieur hiérarchique, a quand même un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle, et là aussi conséquemment un pouvoir de sanction par rapport aux conditions de travail. Et bien évidemment, dans le cadre de ce pouvoir de direction, de contrôle, certains abus peuvent être relevés. En voici quelques illustrations. Donc on est bien d'accord, on est très respectueux du salarié en question, mais on va lui fournir une tâche de travail impossible. Donc on va lui demander un travail, c'est mon job de te demander du travail parce que tu es mon salarié, mais voilà, je vais te demander un travail impossible. Alors je ne dis pas comme ça, hein, c'est juste que je ne lui donne pas les moyens. Donc toujours une illustration tirée de la jurisprudence. Eh bien, c'était une secrétaire, donc on l'a mise à son bureau. D'accord. Pas d'ordinateur, pas de crayon, pas de papier, pas de téléphone. C'est compliqué. Ou il faut avoir une grande mémoire. Donc ça, c'est la privation des moyens de travail qui rendent la tâche impossible. Et puis on attend la faute. D'accord ?
Vous comme moi, on va prendre notre téléphone, hein, et puis on va faire une petite partie d'échecs, un sudoku, etc. Ah ben là, c'est la faute. Vous n'êtes pas payé pour faire des jeux. Vous êtes payé pour travailler. Je vous demande de travailler. D'accord, je ne vous donne pas les moyens, mais je vous demande de travailler. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous ne pouvez pas faire vos courses en ligne, etc. Vous ne pouvez pas faire autre chose que votre travail. Voilà, une première illustration. On peut également vous surcharger de travail. Illustration également, on restructure l'entreprise, on a un service compta qui était constitué de 4 personnes, et maintenant il n'y en a plus qu'une qui doit faire tout le travail que les 4 autres faisaient jusque-là. Donc là, la surcharge de travail, elle va être assez facile à caractériser. Je vous donne forcément des cas assez faciles à comprendre, hein, mais parfois c'est plus compliqué. On peut également, pour vous pousser à la faute, vous demander d'effectuer un travail trop qualifié par rapport à vos compétences. Vous êtes secrétaire et on va vous demander de faire des tâches de comptabilité. Si on n'est pas formé en comptabilité, ça va être un petit peu compliqué. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez préciser dans le cas de la surcharge de travail, est-ce que le simple fait que la personne restante doive assumer la charge de travail des 4 initiaux est constitutive en matière justement pénale de harcèlement? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'employeur peut se défausser en disant que lui-même n'avait plus les moyens de recruter d'autres personnes? Ah non, bah ça, les moyens de recruter d'autres personnes, ça c'est ses affaires. Par contre, on va lui permettre, parce qu'on est en matière pénale, de se défendre, et il pourra peut-être établir que certes il y avait 4 personnes, mais elles étaient toutes les 4 à 25%. D'accord? Voilà. Donc on va estimer, le juge va rechercher dans les faits la somme de travail qui était demandée, et il va voir si c'était disproportionné ou pas disproportionné. Alors ça me fait venir à l'esprit un exemple qui est assez récent, qui date de moins de 5 ans. On est dans une maison médicalisée. Donc, vous savez, c'est les maisons dans lesquelles on a tout plein de médecins qui sont tous au même endroit, donc c'est super pratique. Ils sont organisés sous forme d'association. Et l'association leur demande de faire une tâche supplémentaire, parce qu'ils ne font pas que soigner les patients, il y a beaucoup de travail administratif pour les médecins, et on leur demande de faire une tâche supplémentaire, parce que, je sais pas moi, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé qu'on rende 3 papiers supplémentaires par jour. Et donc, on lui demande encore, l'association, le dirigeant, demande au médecin de faire cette tâche supplémentaire. Elle se met en burn-out et elle dit qu'elle est victime de harcèlement moral. Le juge, il fait quoi? Il va voir les autres médecins. Puis il leur dit, c'est vrai, c'est compliqué. Les autres médecins disent, non, nous, ça nous a posé aucun problème. Donc, ils sont plusieurs à établir que ça posait aucun problème, que voilà, c'était 10 minutes par jour en plus, mais c'est juste qu'elle se noyait dans un verre d'eau, et que ça la stressait, tous ses papiers, et qu'elle n'y arrivait pas, et que pour elle, il y avait harcèlement moral. On parlera tout à l'heure du ressenti du harcèlement moral, et de l'existence d'un harcèlement objectif. C'est toute la difficulté de l'incrimination. C'est que on peut ressentir. J'avais fait une conférence au Mans quand la loi a été adoptée. J'allais jusqu'au Mans, j'étais toute jeunette. Au Mans, il y a une caserne militaire là. Il y avait plein de militaires. Ils n'avaient pas l'air très contents. Donc, il y avait plein de gens qui se disaient être victimes de harcèlement moral. Et ça avait été assez compliqué pour moi de leur expliquer que c'est pas parce qu'ils ressentaient un malaise, une pression au travail, que forcément c'était du harcèlement moral. Je reviens à ce que je disais, donc la surcharge de travail, travail trop qualifié, travail sous-qualifié. Alors comme je dis à mes étudiants, vous seriez contents, vous. Mais non, c'est pas bien. Sous-qualifié, t'es coiffeur, d'accord? Donc toi, t'es embauché pour coiffer et couper. Et on te fait faire quoi? Les shampoings et ramasser les cheveux qui sont déjà coupés. Donc forcément, c'est sous-qualifié. C'est une atteinte, c'est une dégradation de tes conditions de travail, et c'est une atteinte à ta dignité, à ton bien-être au travail, etc. On sous-estime. Mais on te traite bien. Hein. Johan, tu peux aller... on te traite bien, mais on te donne du travail sous-qualifié. Également, et ça, mes étudiants, ils me disent toujours qu'ils adoreraient, je leur ai dit, vous vous trompez, la mise au placard. Vous connaissez la mise au placard? Donc là, on vous prive de travail. Tu es payé,
mais on ne te donne rien à faire. Donc non pas que, voilà, on ne te donne pas les moyens, mais cette fois-ci, tu n'as aucune tâche à faire. Donc tu te mets là, s'il te plaît, tu as un ordinateur, tu as tout ce qu'il faut, tu as les moyens, mais je ne te demande rien du tout. Donc la privation totale de travail permet, et bien évidemment, de prouver facilement le harcèlement moral. Elle porte atteinte à la dignité, au respect de la personne. Bien évidemment, ici, on n'a pas une exécution de bonne foi du contrat de travail. Et puis, autre illustration pour le harcèlement moral indirect, c'est la pénibilité de la tâche. Vous savez qu'il y a certains emplois qui sont particulièrement pénibles, des gens qui doivent travailler dans les silos où il fait extrêmement chaud pour les nettoyer pour pas que ça explose. Voilà, quand tu descends dans ton silo, tu en as pour 4 heures à le nettoyer. On ne va pas te ressortir parce que c'est compliqué. Donc, il y a un accord qui a été passé avec le comité d'entreprise qui dit, bon ben voilà, quand il y a 4 bonhommes qui font le même travail, c'est chacun son tour. Quand il faut nettoyer le silo, voilà, on n'y va pas 2 jours d'affilée parce que c'est éprouvant, il fait chaud, ça sent mauvais. Voilà, c'est vraiment extrêmement fatigant. Et il se trouve que un des salariés a été placé 4 jours d'affilée dans le même silo. Et là, on a réussi à prouver en 4 jours le harcèlement moral. Donc, on voit ici qu'on a plein de... Voilà, le travail impossible, c'était aussi dans un château. C'était la femme de ménage, on lui demandait de nettoyer une fenêtre à l'heure. Donc, c'est avec des petits carreaux. Donc, forcément, c'est pas facile. Alors, il y a une limite toutefois à la qualification du harcèlement moral. Vous aurez compris dans mes propos sous-jacents, c'est l'exercice du droit de direction. C'est pas parce que je vous ai décrit des comportements de harcèlement moral direct et indirect que tout devient du harcèlement moral. Le chef d'entreprise, le supérieur hiérarchique, il a droit de vous donner des ordres. D'ailleurs, c'est un peu son travail. Il a droit de vous donner des directives. Il a droit de ne pas être content du travail que vous faites, dès lors que le travail n'est pas à la hauteur de ce qui doit être fait. Il a droit d'exercer son pouvoir disciplinaire. Si vous faites des bêtises, ou si vous ne travaillez pas, ou si vous arrivez en retard et puis vous partez en avance, etc. Voilà, il y a un ordre. Mais la difficulté, ce sera celle de l'abus dans l'exercice du pouvoir de direction, de contrôle et dans l'exercice du pouvoir disciplinaire. Voici donc pour ce premier élément matériel, c'est celui qui nous gardera le plus de temps avec le troisième. Ensuite, il nous faut une répétition. Le texte dit, je vais revenir régulièrement au texte, donc le fait de harceler autrui par des propos comportements, ça c'est fait, répété. Donc il faut que les comportements soient répétés. Donc si c'est répété, chez le pénaliste c'est assez simple, c'est au bout de 2, nous on dit que c'est répété. Donc ça veut dire... à contrario, qu'un acte isolé, un seul acte, ne permettra pas de caractériser le harcèlement moral. Je ne vous dis pas ça parce que je vous prends pour des imbéciles. Tout simplement, c'est qu'il y a, en matière de harcèlement sexuel, un acte suffit à caractériser le harcèlement sexuel. En matière de harcèlement moral, un acte de harcèlement moral ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral. Alors, il y a forcément une question qui arrive, c'est de savoir à partir de quand c'est du harcèlement moral. Je ne te dis pas bonjour lundi, je ne te dis pas bonjour mardi, ni mercredi. Est-ce que c'est du harcèlement moral? À partir de quand on va considérer qu'il y a une dégradation des conditions de travail? Telle est la question. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Et là-dessus, vous voyez que le législateur, il ne peut pas tout imaginer, il ne va pas dire c'est au bout de 5 fois. Si 5 fois je ne te dis pas bonjour, si c'est entrecoupé de bonjour, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas? Enfin, on ne va plus s'en sortir. Donc, quand le législateur, il écrit, c'est le travail normatif, quand il écrit une incrimination, quand il incrimine des comportements, il va utiliser, vous voyez bien, des termes qui sont assez généraux. Et c'est au juge du fond, tribunal correctionnel ici, puisque c'est un délit, et puis la cour d'appel, d'essayer de donner corps à ces définitions. Et donc, ce que l'on peut observer dans les décisions qui ont été rendues et qui permettent d'affiner les contours du harcèlement moral, c'est que, bon, bien évidemment, le juge, il va stigmatiser, il va relever une réitération des comportements sur une certaine durée, mais vous imaginez bien que plus les comportements ou les propos sont violents, graves, et moins il en faudra pour qu'on arrive au constat qu'on est face à un comportement de harcèlement moral.
Après, sur des choses qui sont totalement anodines, ce qui peut se faire, ce qui se fait assez fréquemment, vous voyez bien l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça fait 6 mois que je ne lui parle pas. Ben, oui, mais ça fait quand même 6 mois que tu ne lui parles pas. Donc c'est une atteinte à la dignité, au respect de la personne. Après, si je ne te parle pas pendant un jour parce que voilà, je suis énervée, parce que j'ai des soucis, ce n'est pas un problème. Donc ça va vraiment être au cas par cas, et c'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine du juge, qui va estimer si un individu lambda, ce qu'avant on appelait chez nous le bon père de famille, mais ça ne marche plus, mais on va dire un individu lambda, je ne dis pas bêta, parce qu'après ça porte à confusion, ressentirait comme étant une atteinte à sa dignité, d'accord, à son respect, à ce qui doit être. Donc voilà, le juge il va se mettre dans la tête de la prétendue victime et il va imaginer si, si on le traitait comme ça, un individu normalement sensible, normalement intelligent, normalement engagé dans son travail, est-ce qu'il considérerait que c'est du harcèlement moral? Ça ne veut pas dire que la victime ne souffre pas. D'accord, vous avez des gens qui sont hypersensibles. Voilà, vous leur dites pas bonjour, ils vont pleurer pendant 3 jours. Voilà, il y en a d'autres, tu leur dis pas bonjour pendant 6 mois, ils s'en sont même pas aperçus. Donc on est vraiment tous différents et c'est toute la difficulté pour le juge d'essayer de caractériser au bout de combien de temps et de combien de répétitions ce comportement ou ces comportements, parce que ça peut être mélangé, c'est pas toujours le même comportement, ça peut être des comportements, des propos, d'autres comportements, etc. Au bout de combien de temps ça devient insupportable, en fait, au bout de combien de temps ça rend la relation de travail intolérable. C'est surtout ça. Donc on se situe sur quelque chose d'assez subjectif, hein, vous le sentez bien, et c'est toute la difficulté de cette incrimination, et d'ailleurs au passage, j'ai écrit un article dessus, j'ai transpiré pendant 6 mois dessus, c'est une manière pour le droit de se saisir de comportements qui sont très subjectifs. Et c'est la première incrimination, 2002, c'est la première incrimination qui saisit ces comportements qui sont extrêmement subjectifs, qui font en fait référence à la sensibilité humaine. Depuis, on en a d'autres. Donc voilà, la durée, ça dépend de la gravité des comportements. La répétition, ça dépend de la gravité des comportements. Toujours est-il qu'il faut que le juge constate que voilà, pour un individu normalement constitué, normalement sensible, la situation devient intolérable. Et vous allez voir que des fois, il n'y a même pas besoin qu'elle soit intolérable. Nous y voilà. C'est la troisième condition, le troisième élément matériel. Donc, je reviens à la définition, tchoc tchoc. Le fait de harceler autrui par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Alors là, il va falloir que j'aille lentement parce que même les magistrats se trompent, et donc on a beaucoup de recours là-dessus. Je vous laisse réfléchir. Ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. On commence par le plus facile. Une dégradation des conditions de travail. Il va falloir donc que le juge caractérise une dégradation des conditions de travail. Qu'est-ce qu'une dégradation des conditions de travail? Je vous écoute. Avez-vous quelques idées sur une dégradation des conditions de travail? On peut utiliser une simple formule. C'était mieux avant. D'accord? Donc une dégradation des conditions de travail. Voilà, dans mon bonheur, j'étais super bien au travail et aujourd'hui, je suis beaucoup moins bien au travail. J'ai une dégradation des conditions de travail. D'accord? Donc j'ai un avant et j'ai un après. Je vais pouvoir comparer. D'accord? Je vais pouvoir comparer à T et à T plus 5, c'est pas la même. J'ai eu une dégradation. À ne pas confondre avec des conditions de travail dégradées. Ça a toujours été nul. Depuis que je suis sur cet emploi, en fait, j'en suis là. Là, tu n'as pas de dégradation, hein, ça a toujours été nul. Eh oui, et là, tu n'as pas de harcèlement. Le législateur, il dit bien une dégradation des conditions. Ça, les avocats, ils ont pas. L'analyse n'est pas assez fine, mais c'est vraiment une dégradation. On parle bien de dégradation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai un avant, j'ai un après. Donc, Johan, là, qui ramassait les cheveux tout à l'heure, si jamais il ramasse les cheveux depuis qu'il est employé, il n'y a pas de dégradation des conditions de travail. D'accord? C'est un travail sous-qualifié qu'on lui demande, mais on lui a toujours demandé un travail sous-qualifié.
Donc Johan, il n'a plus que ses yeux pour pleurer et il n'y aura pas de harcèlement moral. Donc voici pour la dégradation des conditions de travail. Après, nous allons nous intéresser à cette drôle de phrase ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Ayant pour objet. Oui, allez-y. C'est exprès ou pas exprès? Alors, on est dans du délit, donc c'est toujours exprès. Voilà, intentionnel. Mais ayant pour objet. C'est le but. On va en parler avec France Télécom. J'ai pour objet de te faire partir. D'accord? Ça, c'est mon but. Ce qu'on appelle en droit pénal le dol spécial, le mobile. C'est mon mobile, c'est ce qui va m'animer, c'est ce qui va animer mon comportement. D'accord? Ayant pour objet ou, conjonction de coordination, mais où est donc Ornicard, pour effet. Pour effet, c'est pas forcément le but, c'est comment ça s'est passé pour de vrai. Alors là, c'est Pascal. Il est chef du service boulangerie chez Super U. D'accord? Pascal est super investi, vachement sérieux. Et il y a le big boss qui lui a dit Pascal, il faut que ça augmente de 20% les résultats ce mois-ci. Alors Pascal, il se met une pression monstre parce qu'il est investi, parce qu'il veut garder son job et puis qu'il est bien élevé. Et là, il compte plus ses heures, tu vois, il arrive avant l'heure, il repart après l'heure, etc. Et puis il met la pression à toute son équipe. Mais il veut bien faire, Pascal. Il veut augmenter le chiffre comme on lui a demandé. Donc il va un peu presser ses collègues, il va leur dire c'est mal fait, va plus vite, mais c'est pas possible, tu comprends rien, tu es vraiment trop lent, etc., etc., etc. Donc Pascal, il n'a pas du tout eu pour objet de harceler ses subalternes. Ben non, parce que sinon ils vont être en maladie et puis il va en avoir un en moins, donc ça va être encore plus stressant. D'accord? Mais par contre, son comportement a eu pour effet de dégrader les conditions de travail. Mais par contre, il a fait exprès, il a bien eu la volonté de dire Robert, tu vas pas assez vite. D'accord? Il a bien eu la volonté de presser un peu tout le monde parce qu'il avait son objectif. Mais c'est bien, tous ces comportements, il n'a pas fait exprès. Alors, il n'a pas fait exprès de blesser, etc., mais il a fait exprès de dire et d'accélérer la cadence. Ça, c'est intentionnel. D'accord? Donc lui, il sera coupable de harcèlement moral, alors qu'il n'avait pas pour objectif de nuire à ses subalternes. Il sera responsable au même titre que l'individu qui veut juste que tel salarié prenne la porte à moindre frais. Donc on voit ici, d'accord, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, ça veut dire que soit effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit effectivement j'ai eu une dégradation des conditions de travail, soit je vais avoir un comportement qui va avoir pour but de dégrader tes conditions de travail. Mais ça ne veut pas dire que je vais y arriver, parce que si tu es un peu revêche, d'accord, si toi on ne t'en compte pas en tant que future victime, il ne va pas y arriver pour de vrai. Alors que son comportement avait pour but une dégradation des conditions de travail. Donc là, vous voyez la difficulté pour le juge pénal qui va... Alors si c'est pour effet une dégradation des conditions de travail, c'est bon, on a compris. Mais si on est sur cette deuxième hypothèse, ayant pour objet une dégradation des conditions de travail, là, le juge va devoir rechercher si effectivement le but recherché, et généralement c'est pas écrit, on ne t'envoie pas un petit post-it, on ne te met pas un petit post-it ou on ne t'envoie pas un petit mail en te disant je vais dégrader tes conditions de travail. Donc il va falloir qu'il recherche dans les éléments qu'on va lui apporter s'il apparaît que effectivement c'est gros comme une maison, on voulait dégrader ses conditions de travail. Donc ça, c'est pas évident, franchement, à prouver, parce que le juge, il va falloir qu'il motive sa décision. S'il rentre en voie de condamnation, il va falloir, comme dit ma copine, je racle les fonds de tiroir, une copine qui est magistrate, je racle les fonds de tiroir pour motiver mes décisions, sinon c'est cassé par les juridictions supérieures. Donc,
C'est bon pour ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Mais c'est pas fini. La suite, et ce sera le dernier épisode, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel. On commence par la fin, c'est le plus facile. Donc il faut que le harcèlement moral, pour qu'il devienne un délit et qu'il puisse faire l'objet d'une poursuite au plan pénal, il faut qu'il soit susceptible de porter atteinte au droit ou à la dignité, nous dit-on, du salarié. Alors ici, au droit et à la dignité du salarié. Donc ici, vous voyez l'aspect cumulatif, le EET, aspect cumulatif. Donc non seulement ça doit porter atteinte à tes droits, mais ça doit aussi porter atteinte à ta dignité. Ici, ce qu'a voulu faire le législateur, c'est qu'il a voulu montrer que l'atteinte au droit est super grave. D'accord ? Ce n'est pas toute atteinte au droit qui porte atteinte à la dignité. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qu'il a voulu pointer du doigt. Les droits, alors je passe vite parce qu'il faut un peu de juriste en fait, même si j'ai repéré que j'avais des petits juristes là-haut, je viens de tilter en fait, que vous quatre, je vous ai vu hier. Ils préparent le concours de la magistrature. J'aurais fait cours hier. Mais c'est bien d'être là. Non pas parce que c'est moi, mais c'est parce que vous êtes intéressés. Au droit et à l'indignité, donc du coup je vais faire une petite aparté sur les droits, le texte dit à ses droits ou à sa dignité, donc à autrui, et ses droits, donc il y a eu une interprétation qui a été faite, je le dis pour eux, par le comité économique et social, ces droits, ce sont les droits du salarié. Voilà. Ce sont les droits du salarié donc la dignité, c'est la dignité humaine. Il y a des thèses qui sont faites sur la dignité, donc je ne vais pas m'embringuer là-dedans, mais vous voyez que c'est des atteintes qui sont graves. En gros, voilà, le harcèlement moral qui porte atteinte aux droits et à la dignité, on arrive assez fréquemment à des suicides, à des burn-out. C'est ça c'est grave. C'est pas un arrêt de 15 jours qui va permettre, voilà, il va falloir là un peu plus discuter. Autre chose qu'on peut caractériser, donc à la place, c'est ou, atteinte à la santé physique ou mentale. Donc la santé physique, on voit ce que c'est. La santé mentale, là, c'est le premier texte en droit pénal, dans le code pénal, qui fait mention, qui renvoie à la santé mentale. Donc on est en 2002, qui renvoie à la santé mentale et il s'est inspiré de textes européens. D'accord ? Donc là, c'est pas loin, bon, pour ces petits jeunes, c'est assez loin, 2002, mais pour des gens comme nous, c'est beaucoup moins loin. Et voilà, on a pu observer ce que c'était une société dans laquelle on ne parlait pas de santé mentale. Et troisième hypothèse, atteinte à l'avenir professionnel. Donc ici, on est dans l'hypothèse dans laquelle on parle de l'avenir professionnel au sens large, c'est-à-dire non seulement l'avenir professionnel actuel du salarié, mais également l'avenir professionnel futur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en considération l'ensemble de sa carrière. C'est-à-dire s'il y a des décisions qui ont été prises, qui finalement ont freiné sa carrière, mais que ça n'a pas un impact immédiat important, mais qu'à terme, ça va avoir des conséquences importantes parce que ça l'empêchera d'évoluer vers d'autres postes. Ici, le juge va procéder à une analyse générale de l'impact que peut avoir l'ensemble des comportements constatés sur l'ensemble de la carrière de l'intéressé. Donc ça peut être en termes de rémunération, mais il n'y a pas que la rémunération, même si c'est important. Il y a aussi pouvoir évoluer, avoir des responsabilités, être épanoui parce que on avance et qu'on ne fait pas toujours la même chose. Donc vous aurez compris que la dégradation des conditions de travail, qui ne s'est peut-être pas réalisée, puisque ayant pour objet une dégradation des conditions de travail, d'accord ? La dégradation des conditions de travail potentielles doit être susceptible d'entraîner, de porter atteinte au droit à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel. Donc je passe sur le dernier point et je m'intéresse à susceptible. C'est pas obligé que ça fasse un effet. Et voilà. Il n'est pas nécessaire qu'il soit suicidé, que la victime se soit suicidée. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait démissionné.
D'accord ? Il n'est pas nécessaire voilà, qu'elle ait été... c'est susceptible. Ça veut dire que potentiellement, ça a déjà duré un certain temps, mais bon, la bête est résistante. Mais si ça avait continué encore un an, peut-être qu'elle aurait été beaucoup moins résistante. Mais elle a dénoncé les faits avant de poser le genou à terre. Et donc, ici, il n'est pas nécessaire de constater le résultat du harcèlement moral. Donc ici, le législateur, en fait, ce qu'il a cherché à faire, c'est qu'il permet aux juges de saisir des comportements de harcèlement moral, non seulement lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur processus, d'accord, il s'est suicidé, il y a plein d'affaires de suicide avec harcèlement moral, même si souvent c'est discuté parce que généralement il y a d'autres éléments en jeu, mais aussi le juge, il permet d'intervenir avant. Donc, ce n'est pas forcément une infraction dite de résultat. Ça peut être comment, chers étudiants, une infraction je les mets dans la barre. Formelle. Une infraction formelle, c'est-à-dire que j'ai constaté les éléments, mais j'ai pas, pour la caractériser, il n'est pas nécessaire que j'ai constaté que l'auteur a atteint le résultat qu'il escomptait ou pas d'ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire que le juge, il a quand même beaucoup de travail parce que, alors, s'il a une dégradation des conditions de travail, c'est bien, il a déjà quelque chose d'objectif. Mais si c'était uniquement le but, il va falloir qu'il se projette en disant, alors, c'était le but de dégrader les conditions de travail, on n'y est pas encore arrivé, est-ce que cette dégradation des conditions de travail, si elle avait eu lieu, aurait été susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé et à l'avenir professionnel de l'intéressé. Vous voyez que voilà, il y a beaucoup d'obstacles lorsque finalement, objectivement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc ça, ce sont les éléments matériels qui doivent, parce qu'il s'agit d'un délit en droit pénal, alors je vais aller très vite, on a les plus graves, les crimes, les délits, les contraventions. D'accord ? Donc les délits, c'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Grosso modo, pour faire simple, c'est tout ce qui est peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans. Au-delà de 10 ans, c'est du crime. En deçà, sans emprisonnement, on est sur de la contravention. C'est très simplifié. En matière délictuelle, le principe, c'est que, oui, je finis, tout délit doit être intentionnel. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas fait exprès. D'accord ? On ne peut pas être reconnu coupable de harcèlement moral sans intention d'avoir commis les actes qu'on nous reproche. Donc, je reviens à Pascal. Boulanger, il a bien eu la volonté de commettre ces actes, il n'a pas eu la volonté d'atteindre, de faire du harcèlement moral. Donc, l'intention, ce n'est pas l'intention de harceler, c'est l'intention de commettre les actes qu'on vous reproche. C'est différent. Parce que l'intention de harceler, c'est qu'il y a un but. Je veux te harceler. Donc ça, on demande un élément moral, donc une intention, ce qu'on appelle le dol général, c'est ce que je vous ai mis. Le dol spécial, l'intention de harceler, l'intention de porter atteinte à quelqu'un n'a pas besoin d'être caractérisée. Par contre, là, c'est du petit lait. Si le juge il se retrouve avec la preuve du dol spécial, l'autre il lui a dit je vais te tuer ou je vais te faire partir, voilà, c'est youpi, c'est facile. Donc voilà pour les éléments constitutifs du harcèlement moral. Maintenant, il va falloir s'intéresser à qui on va imputer le harcèlement moral. On va arriver à l'affaire France Télécom, je vous promets. Ah, ça fait déjà 1 heure ? Oh, allez, je fais vite. Alors, l'imputabilité, on peut imputer les faits de harcèlement moral à l'employeur, à un supérieur hiérarchique, à un collègue, je vous le disais tout à l'heure, et également à un subordonné. Premier cas de harcèlement moral vertical ascendant, donc de la base vers l'employeur, Besançon. C'est vrai. L'affaire France Télécom. Alors, l'affaire France Télécom était, il y a un certain temps, un opérateur public, c'est-à-dire qu'il employait des fonctionnaires. D'accord ? C'était une grosse entreprise en France. Elle avait des filiales à l'étranger. En France, 100 000 salariés. D'accord ? Elle est privatisée entre 1997 et 2004. Et quand tu privatises, il faut avoir du chiffre. D'accord ? Il faut faire du chiffre. Et donc, on restructure.
D'accord ? Restructuration, objectif, suppression de 22 000 emplois, suppression de 22 000 postes sur toute la France, sans licenciés, en 3 ans. Action, réaction. Donc la machine à broyer passe par là. Et donc il y en a qui tiennent, il y en a qui partent. Et puis il y a une trentaine de suicides et de tentatives de suicide. D'où l'affaire France Télécom, que vous connaissez certainement au moins pour en avoir entendu parler dans les médias. Le procédé dénoncé était le suivant. En fait, ce sont les dirigeants, je ne nommerai pas les noms, mais vous les trouvez partout. Les dirigeants, donc on a un grand dirigeant avec 2 autres qui sont juste en dessous, qui prennent cette décision parce que on est passé du public au privé, on n'a pas choisi, et il faut être rentable parce que sinon tout va s'effondrer. Donc il faut réduire les effectifs. D'accord ? Donc ça, on peut concevoir que dans un contexte économique particulier, il va falloir réduire les effectifs. Mais pour réduire les effectifs, eh bien, ils conçoivent une politique, ce qu'ils appellent une politique de déflation des effectifs, l'inverse de l'inflation. Déflation des effectifs, c'est-à-dire que on va en parler à la tranche intermédiaire, donc qui sont des cadres plus. 4+, notamment à la RH, où on dit, voilà, on fait comment donc on va dégager combien de postes sur tel service, tel service, tel service. Donc on fait un plan. D'accord ? Donc on a 2 plans de restructuration qui sont établis, et on sait qu'il y en a 10 qui doivent sauter là, 5 par ici, 2 par là, etc. Et ce plan de restructuration, donc on vous l'explique, hein, on dit, voilà, sinon on ne va pas tenir, etc. Donc on prend bien la pression économique qui existe. Et on va descendre sur les cadres, donc qui sont au sein des services, donc les cadres qui dirigent les services, et on va leur expliquer la situation, et on va leur dire, voilà, maintenant, là, il faut faire quelque chose, sinon on va tous tomber. Donc il faut faire en sorte que dans les 3 ans, il y ait des départs, et on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas la trésorerie, on n'a pas les moyens de payer les licenciements, ça coûte trop cher, ça fait trop longtemps que les gens sont là, et donc il faut les faire partir. Lui tout en haut, là, il a dit, soit par la porte, soit par la fenêtre. Ça a été répété. Ça a été cité dans le jugement. Pas bien malin. Donc les petits cadres, les petits grouillots, là, tout en bas, ici, vous voyez ma flèche, oui. Ils se sont mis à l'œuvre. Et puis, système D, hein, parce qu'on ne leur a pas demandé, on leur a pas donné les outils, on ne leur a pas dit comment faire, on leur a dit, vous faites. D'accord ? Donc, ce qu'ils ont fait, ils mettent la pression. Ils refusent d'envoyer un tel à tel endroit en mutation parce que son mari a été muté, ou tiens, on va muter celui-là, puis sa femme ou son époux, on ne va pas le muter. Voilà. Et donc, il demande, et puis on lui dit non, toi, on ne peut pas. Non, toi, on ne peut pas, etc. Donc là, comme ça, tu as une pression qui s'exerce, et tu as une dégradation des conditions de travail, qui survient. On en arrive au résultat que je vous ai dit. Je crois que c'est 9 suicides et puis 13 tentatives de suicide, plus plein d'arrêts de travail. Finalement, donc l'objectif, c'était de diminuer les effectifs. Et finalement, j'en viens ici, une première plainte est déposée en 2009 par une fédération syndicale, parce que c'est pas facile. Quand tu quittes l'entreprise, généralement, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le temps, parce qu'il va falloir retrouver un autre emploi, de déposer plainte, voilà, et tu ne seras pas soutenu tout seul, ça va être compliqué. Donc c'est une fédération syndicale, donc une personne morale, qui dépose plainte. Donc là, je vous ai mis rapidement le processus judiciaire pour vous donner une idée du temps de la justice. Vous en parliez, madame, c'est très long le temps de la justice. C'est première plainte, 2009. Le début de l'instruction, je n'ai pas la date, mais fin de l'instruction, on est à 2018, mais l'instruction, vu le nombre de personnes qui étaient concernées, elle a dû durer très longtemps. Et après, ça va un petit peu plus vite, mais vous voyez, pour arriver à la décision finale de janvier 2025, entre la date des faits et la décision, il s'est passé un certain nombre d'années. Dès la première, je vous mets ma flèche là, dès la juridiction de première instance, il y a eu, le tribunal correctionnel a retenu ce qu'il a qualifié, il a créé cette notion de harcèlement moral
institutionnel, qui n'existe pas dans le texte que je vous ai présenté, 222-33-2. On vous en parle à aucun moment. Et là, le tribunal correctionnel, c'est 450 pages de jugement, hein. Le tribunal correctionnel retient donc un harcèlement moral qu'il qualifie de institutionnel, ça veut dire pas personnel, pas individuel, institutionnel. C'est l'institution qui harcèle moralement. Un appel est interjeté, l'arrêt est confirmé, ils sont quand même condamnés voilà, pour harcèlement moral et finalement ils sont reconnus responsables des suicides, même si voilà, tu ne seras pas condamné pour suicide puisque ce n'est pas une infraction. Donc les dirigeants hein, sont poursuivis ainsi que certains cadres et donc ils forment un pourvoi en cassation et ça on attendait parce que c'est elle qui harmonise si vous voulez, c'est elle qui contrôle si la loi est bien appliquée et la Cour de cassation dans un arrêt définitif confirme la décision de 2019 qui retient le harcèlement moral institutionnel. Alors, qu'est-ce qui était reproché à la décision qui retenait le harcèlement moral institutionnel dans le pourvoi qui a été présenté devant la Cour de cassation? Il y a deux choses qui étaient reprochées. La première, c'est que ceux qui ont été condamnés, donc les dirigeants et quelques cadres, ont affirmé que le juge pénal du fond avait mal interprété le texte, donc le texte sur lequel on travaille depuis tout à l'heure, hein, celui-là. Que, en fait, là, dans ces mots-là, le fait de harceler autrui par des propos et comportements ayant pour objet ou pour effet, ce n'est pas le harcèlement institutionnel. Pourquoi ? Ça ne colle pas à la situation. Pourquoi ? Tout simplement parce que mes dirigeants et, on refait la pyramide, mes dirigeants là-haut et mes cadres plus, ils n'ont jamais été en lien avec les salariés de la base. Jamais. Ils ne les connaissaient même pas. Ils ne se sont jamais croisés. D'accord ? Donc c'est ça le moyen de défense, c'est dire, mais regardez là, on nous dit quoi ? Que c'est le fait de harceler autrui. D'accord ? Vous ne nous dites pas qui est-ce qu'on a harcelé, vous dites, vous faites une politique de déflation et une politique de harcèlement moral, et vous ne nous dites pas contre qui on l'a faite, de toute façon on ne les connaît même pas. Vous ne pouvez pas nous condamner. Allez chercher sur les cadres type là, N+1, eux, ils étaient en lien direct. D'accord, c'est la politique du lampiste, hein, on fait descendre, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est un peu du harcèlement par ruissellement, c'est ce que les juges ont dit, ils ont parlé de harcèlement par ruissellement, c'est-à-dire que la décision, elle vient de là-haut, mode d'emploi, hiérarchie intermédiaire, hop, ils prennent les deux plans, et puis après, les petits grouillons en bas, les cadres, ils font le travail. D'accord ? Et puis au-dessus, ils disent, moi je ne le connais pas, je ne connaissais pas tous ceux qui sont suicidés, jamais connu, moi, jamais croisé. Et donc, le mode de défense, il était très simple, dire « je n'ai pas de lien individuel ». Or, le harcèlement moral, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, tout ce que je vous ai présenté, c'est individuel, c'est une relation interpersonnelle. Là, il n'y a pas de relation interpersonnelle, c'est une politique. Et par effet de ruissellement qui a abouti à cette ambiance de pression, d'atteinte au bien-être au travail. Donc, sur ce premier argument de défense, la Cour de cassation rejette le moyen de défense. Déjà, elle va chercher dans les travaux parlementaires de 2002, elle dit il a été question lors des travaux parlementaires, c'est comme ça qu'on interprète un texte, on va chercher ce que voulait le parlementaire. Dans les travaux parlementaires, on a parlé d'approche organisationnelle institutionnelle, il y avait les termes. Hein, les élus ne font pas que des bêtises. Et puis, surtout, le harcèlement moral peut être une infraction formelle. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit, ayant pour objet ou pour effet. Vous, la politique que vous avez mise en place de déflation coûte que coûte, par la porte, par la fenêtre, c'est une infraction formelle. C'est-à-dire que vous aviez pour objet le harcèlement moral, et donc vous y êtes arrivé sur certains, indirectement. Mais vous aviez bien pour objet, donc n'allez pas me dire que ça n'a pas eu pour effet, parce que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Vous aviez ce but, ce mobile, on parlait tout à l'heure du mobile, vous aviez ce mobile d'une dégradation des conditions de travail dans le but de porter atteinte à la dignité, aux droits ou à l'avenir professionnel ou à la santé des salariés. Deuxième argument de défense avancé par les responsables de France Télécom,
Ils disent, mais la solution n'était pas prévisible. Or, en droit pénal, avant de taper, il faut prévenir. D'accord ? On est obligé de, quand tu commets une infraction, nul n'est censé ignorer la loi. Le comportement que tu as adopté, il doit être décrit dans la loi. Tu dois avoir la possibilité de savoir si c'est une infraction ou pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut prévenir avant de punir. Et ils disent, nous, on ne pouvait pas savoir parce qu'il n'y avait jamais eu de décision sur 222-33-2 concernant des dirigeants d'une si grosse entreprise et retenant la notion de harcèlement moral, non pas individuel, mais institutionnel, par une politique. La Cour de cassation rejette ce moyen, cet argument. Elle s'appuie d'abord sur une position de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit les textes pénaux, vous avez bien compris que c'est très difficile d'écrire un texte d'incrimination, ils peuvent être clarifiés au fur et à mesure des décisions qui sont rendues par les juges, parce que le législateur ne peut pas tout prévoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, surtout, la Cour de cassation a été très maligne, elle a encadré la qualification de harcèlement moral institutionnel et elle a fait comme un petit cours, elle a joué au petit législateur et elle a dit le harcèlement institutionnel, ce sont des actes positifs. Vous avez adopté une politique, vous avez adopté 2 plans. L'inaction, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le harcèlement moral individuel, le fait de ne rien faire, en matière de harcèlement moral institutionnel, ça ne peut pas être du harcèlement moral institutionnel. Donc, il nous faut un acte positif, plusieurs, répétés, d'accord, là j'ai 2 plans, tranquille, qui dépassent les limites de pouvoir de direction. Oui, quand tu veux pousser les gens à la porte, ça dépasse un petit peu les limites du pouvoir de direction. Ce n'est pas organiser leur travail, c'est organiser leur départ, ce n'est pas pareil. Et au niveau de l'élément moral, il faut caractériser une stratégie délibérée. Donc, il faut que ce soit délibéré, il faut qu'il y ait un mobile, un but, d'accord, conçu au plus haut niveau, d'accord, que les auteurs de la politique aient eu conscience que ça allait mal se passer pour certains, d'accord, ça allait dégrader forcément les conditions de travail et ça allait pousser certains à des comportements les plus extrêmes. Et en l'espèce, je ne vous l'ai pas dit, mais les supérieurs hiérarchiques et les dirigeants avaient reçu plusieurs alertes et ils n'ont jamais rien fait. D'accord ? Donc tous ces éléments permettent de caractériser le harcèlement moral institutionnel et ainsi la décision de condamnation des dirigeants a bien été confirmée par la Cour de cassation. Donc je suis allée un petit peu vite sur l'affaire France Télécom, mais je vais vous laisser la parole. Mais il faut retenir que cette affaire France Télécom, par cette affaire, en fait, le juge répressif, le juge pénal, a évidemment renforcé la protection des salariés, puisque maintenant les dirigeants, je veux dire, ça a été tellement médiatisé que les dirigeants, ils savent ce qu'il ne faut pas faire, et leurs services juridiques, si jamais ils ne le savent pas, ils vont leur dire, s'ils ont des bons juristes. Ça pose des limites au pouvoir de direction. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que c'est toi qui détiens le pouvoir de direction. Et par contre, ce qui a été avancé comme critique, mais la Cour de cassation, je n'ai pas le temps d'y venir, mais a devancé la critique, c'est un équilibre délicat. C'est-à-dire que certains entrepreneurs disent « Non, mais si vous nous empêchez de licencier ou de mettre à la porte des gens, parce que nous, on a des contraintes économiques, c'est toute l'économie française qui va être à genoux. » Alors, la Cour de cassation dit « Non, je ne porte pas atteinte à votre liberté d'entreprendre. » D'accord ? Mais si vous devez on a parfois dans certaines entreprises, on le voit aujourd'hui en France tout le temps, on a besoin de procéder à une déflation des effectifs d'entreprise pour tenir. C'était hier, il y a eu une entreprise, je ne sais plus laquelle c'est, on est passé de 200 à 10 salariés lors d'une reprise. Voilà, on en perd un peu 190 au passage. La Cour de cassation affirme que les entreprises peuvent licencier, elles peuvent signer et demander aux salariés de partir, mais elles ne peuvent pas faire partir les salariés par le biais d'un abus de pouvoir de direction, par le biais du harcèlement moral. D'où la phrase, c'est pas la mienne, toute politique, j'aurais dû le mettre entre guillemets, toute politique d'entreprise, même économiquement justifiée, doit être mise en œuvre dans le respect des limites légales du pouvoir de direction. Je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas vu l'heure passer. Excusez-moi. Alors, j'ai une question en haut à gauche. Avec un micro, ce sera plus facile.
Bonsoir, merci. Donc, j'ai préparé pour pas que ça parte, mais c'est bien ma question, puisque j'ai l'art de partir dans tous les sens. Alors, oui, dans le cadre de France Télécom, c'était une société privée, mais lorsque le harceleur est un établissement public, une université par exemple comme la nôtre, là, donc Louis et Marie et Louis Pasteur. Donc, les obstacles ne sont-ils pas structurellement plus lourds pour la victime? Parce qu'au final, cela revient à attendre qu'une administration en juge pénalement une autre. Et lorsqu'un juge administratif a déjà constaté un ensemble de fautes constitutives de harcèlement moral, cela ne devrait-il pas ouvrir de plein droit la voie du pénal? Est-ce que vous avez des exemples de jurisprudence en milieu universitaire? Cela m'intéresse tout particulièrement. Merci. Merci de votre question. Donc, il me semble, oui, effectivement, qu'on a déjà une condamnation d'une université, enfin, c'est pas l'université, c'était une entité d'une université, du chef de harcèlement moral. Alors, aujourd'hui, on n'a pas parlé de la fonction publique, mais les mêmes textes s'appliquent dans la fonction publique. Vous avez parlé du juge administratif. Donc j'explique un petit peu. Le juge administratif, là, il est saisi parce qu'il y a une personne morale de droit public qui est concernée, donc une université. Donc ça ne nous regarde pas au plan pénal. Et au plan pénal, vous pouvez tout à fait porter plainte si vous considérez que vous avez un intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est que vous considérez que vous êtes victime d'un cas de harcèlement moral. Et là, c'est une deuxième voie. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Conseil des prud'hommes, c'est la voie civile. Et on a le droit pénal pour le prononcé d'une peine et une déclaration de culpabilité. Et c'est pareil pour la fonction publique. Vous allez aller devant le juge administratif pour reconnaître une faute, pour obtenir par exemple des dommages et intérêts, ou être réintégré, ou être reporté dans votre emploi. Et autre aspect, c'est vraiment quelque chose de vraiment différent. La responsabilité pénale, vous pouvez agir au pénal. Donc vous, si vous estimez victime, la personne qui s'estime victime va pouvoir déposer plainte. Si jamais la plainte ne donne pas suite, elle peut aller plus loin. Il y a des procédures, il faut aller voir un avocat. C'est une plainte avec constitution initiale de partie civile. On est en matière délictuelle. Vous saisissez directement le juge d'instruction. Si le procureur de la République décide de ne pas engager les poursuites, vous pouvez forcer la porte. D'accord ? Donc ce sont deux choses différentes, hein. Le juge administratif et le juge pénal, ce n'est pas le même métier, hein, ce n'est pas la même responsabilité. Oui, il y en a. Alors, je ne les ai pas comme ça en tête, mais oui, ça se trouve, ça. Il y a eu une décision d'une université, je pense que c'est après 2020. J'en ai croisé une. Donc, il faut chercher et ça, tout bon avocat vous trouvera la décision de condamnation de l'université. Mais il n'y a pas de régime spécial parce que c'est de la fonction publique, hein. Les hôpitaux, c'est là qu'il y a le plus, dans la fonction publique, c'est dans les hôpitaux qu'il y a le plus de harcèlement moral. Entre salariés ou par rapport à la hiérarchie. Et il y a plein de décisions de condamnation dans la fonction publique. C'est un milieu comme le milieu privé et pas privilégié. C'est le même service, hein, c'est la même chose, le même traitement. C'est pour ça que j'ai fait la présentation au départ, j'ai pris un peu de temps pour distinguer parce que c'est pas évident. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été les condamnations dans l'affaire de France Télécom ? Est-ce que ça a été des peines d'emprisonnement, puisque c'est un délit ? Et qui a été condamné ? Est-ce que ce sont que les dirigeants ? Est-ce que ce sont les dirigeants et les cadres ? Et puis j'ai une question subsidiaire. Est-ce que les cadres auraient pu également plaider que eux également ils étaient harcelés finalement, parce qu'ils ont dû mettre en place une politique qui leur a été imposée par les dirigeants, et peut-être que pour certains ça a été peut-être aussi très difficile humainement à faire. Voilà. Merci. Alors, pour les condamnations, donc ce sont les anciens, ils n'étaient plus dirigeants à l'époque des poursuites, donc les anciens dirigeants ont bien été condamnés alors à des peines qui sont variables, peine d'amende jusqu'à 75 000 €,
Et peine privative de liberté, la maximum, ça a été 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Voilà. Donc c'est monsieur, puisque vous voulez des noms, je balance, monsieur Lombard, monsieur Vénès et monsieur Barbereau. Donc il y avait le PDG, le directeur exécutif, parce qu'on a un conseil exécutif, et puis le directeur des ressources humaines. Donc ça, ce sont les 3 personnes principales qui ont été condamnées du chef de harcèlement moral. Et après, je l'avais écrit dans une slide, mais j'ai pas eu le temps de vous le dire, il y a des cadres qui ont été condamnés pour complicité de harcèlement moral, parce qu'on a considéré qu'elles avaient apporté leur aide. En fait, c'est mes petits cadres là au milieu, et au milieu, pas ceux du bas, des personnes, du personnel du service des ressources humaines du milieu, qui ont été condamnées pour complicité, parce qu'on a considéré que ce n'est pas elles qui avaient eu l'initiative, mais par leur zèle, elles avaient apporté aide et assistance aux dirigeants et à la mise en place la mise en œuvre des 2 plans. Votre deuxième question, elle concerne le point de savoir si les cadres qui étaient tout en bas, là, ils auraient pu... oui, je pense qu'ils auraient pu... Enfin, moi, à leur place, je l'aurais fait. Après, je suis pénaliste, c'est facile. Ils auraient pu, pourquoi? Parce que là, c'était, à mon sens, une dégradation des conditions de travail par la tâche demandée. Parce qu'on te demande de... En fait, mais c'était assez subtil, hein, parce qu'on ne leur disait pas faut casser, il faut broyer. Donc, c'est eux qui ont adapté le plan. On leur a dit juste, ben, voilà, tu m'en fais 10 en moins dans ton service, d'ici 3 ans. Et voilà, chacun... Alors, je pense que les moyens de défense, là, auraient été plus efficaces, dans le sens où on ne leur aurait pas donné l'ordre, on leur aurait juste dit, voilà, on a des problèmes, il faut que ça parte, mais pas de licenciement. Et que c'est eux qui ont mis en place de leur propre chef, aide, assistance, les moyens pour arriver au but recherché. Mais voilà, ça se tentait, je ne sais pas si ça aurait abouti, mais ça aurait permis, en tout cas, à ces personnes. Mais il y a assez peu de cadres tout en bas, là, je crois qu'il n'y en a aucun qui a été condamné, sauf ceux qui ont vraiment fait un zèle incroyable. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé brillant. Je voulais vous demander si le cadre de France Télécom pouvait être transposé sur un autre exemple pratique. Récemment, il y a une présidente d'université qui a interpellé le ministère en lui indiquant que ceux qui allaient mourir le saluaient, puisqu'elle avait déjà eu des suicides de burn-out dans sa propre université, du fait de l'étranglement budgétaire répété depuis des années de la part de l'État. Est-ce qu'on pourrait transposer le harcèlement moral institutionnel fait par le ministère aux universités en s'inspirant de cet exemple-là, ou est-ce que non, parce qu'on n'aurait pas suffisamment de preuves qu'il s'agit d'une politique délibérément conçue pour étrangler les universités dont 100% se retrouvent en déficit budgétaire à l'heure actuelle? Ouais. Donc c'est vrai que nous souffrons beaucoup, l'université, en ce moment. Mais effectivement, je vous ai remis la slide là. Il nous manquerait un acte positif qui consiste dans la politique qui a été adoptée, consistant à demander à faire en sorte qu'il y ait une déflation des effectifs. Donc, au niveau des universités, il n'y a pas de politique. Les universités, elles subissent les contraintes économiques. Mais de toute façon, on est quand même dans la fonction publique, donc on a le burn-out, mais on ne pourra pas avoir de licenciement. Sauf faute grave, mais bon, là, il faudra, on sera sur un autre terrain. Et il faudrait que ça dépasse les limites du pouvoir de direction. Le pouvoir de direction, il n'y a aucun dépassement. C'est juste qu'on nous dit il n'y a plus d'argent, donc on ne va pas pouvoir embaucher quelqu'un pour vous aider pour faire votre travail. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas le premier élément matériel qui figure sur la slide, l'acte positif. On n'a pas une politique dont le but est une dégradation des conditions de travail. Alors, je ne sais pas si votre question, elle concernait la direction de l'université ou si ça allait plus haut. Ça allait plus haut. Alors, sachez, pour votre gouverne, que l'État n'est pas responsable. L'autoflagellation est interdite. Non, pardon. L'État n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité pénale de l'État. Ça ne rimerait à rien. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui détient le pouvoir judiciaire, d'accord ? Donc ça voudrait dire qu'il se punit lui-même, et il va se dire, c'est pas bien,
je te condamne à 75 000 € d'amende. Ah bah d'accord. Alors il va prendre chez son trésor préféré, le trésor public, et il va le mettre chez le trésor public. D'accord. Par contre, au pénal, c'est non. Au pénal, c'est non. Au civil, là, c'est autre chose. Si une personne arrive à faire le lien entre... mais il faudrait prouver que c'est une volonté et que l'État avait la liberté de donner plus, hein, parce que sinon, vous imaginez, si tu donnes à l'enseignement supérieur, tu vas chercher à l'armée, et puis si on se retrouve en guerre, et tout, enfin voilà, c'est compliqué. Mais au civil, si on a subi un préjudice personnel, là, on pourra essayer d'agir. Mais à mon avis, c'est pas gagné-gagné. Hein, là, c'est mal parti. Toute dernière question, courte si possible. Oui, merci. C'est une question, mais vous avez déjà partiellement répondu. Moi, c'est mon intérêt pour la condamnation de France Télécom, c'était justement le lien avec la décision politique, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était une décision économique, etc. Si je me rappelle bien l'histoire, c'est quand même une décision politique, parce que France Télécom était une entreprise d'État avec des fonctionnaires, et que c'est la décision politique qui a amené cette décision-là de rentrer en bourse, d'avoir la bulle Internet qui a explosé et qui a mis l'entreprise dans des situations difficiles, ce qui n'exclut en rien le contexte et puis ce qui a été mis en place. Mais en tout cas, il y a bien ma question, c'était autour de ça, autour de la responsabilité de l'État qui a conduit effectivement à cette situation, parce que s'il n'avait pas privatisé, entre guillemets, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais vous avez répondu que finalement, on ne peut pas être jugé parti, et je trouvais ça assez sympa pour l'État de pouvoir s'en tirer comme ça. Et en même temps, c'est assez logique. Je ne vois pas comment il pourrait se condamner lui-même. Mais au niveau des dates, je vous reprends par contre, parce que la privatisation, elle a eu lieu de manière progressive sur différents services entre 1997 et 2004. Et les actes, là, on est dans cette période-là. Donc c'est au moment de la privatisation. Donc c'était déjà privé, puisque c'est bien le PDG qui a été poursuivi. Oui. Après, la manière d'organiser la privatisation, ça, l'État, il n'y peut rien. Hein. Il dit juste, voilà, je privatise. Voilà. L'objectif était de réduire de 22 000 personnes. Ouais. Et finalement, on est arrivé à combien? Alors là, aucune idée. Bon, sans doute. Hein. Ouais. Et les familles des victimes des suicidés peuvent demander des réparations? Ah si. Elles peuvent demander des dommages et intérêts. Normalement, non, ça a été réglé. C'est pas la même décision. Le juge pénal, c'est ça qui est bien quand on est victime d'une infraction. Le juge pénal va pouvoir aussi statuer sur la responsabilité civile, mais je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que sinon c'est compliqué. Il va pouvoir statuer et sur la responsabilité pénale, culpabilité, peine, ça va au trésor public, d'accord, amende ou emprisonnement, et il va pouvoir statuer en même temps, ça permet d'accélérer le mécanisme, sinon, vous voyez bien, c'est des gros dossiers. Il peut aussi statuer sur le civil. Donc ce qui a dû se passer, j'avoue que je n'ai pas suivi l'aspect civil, c'est qu'en fait, une semaine après ou un mois après, on a la décision au civil qui est rendue. Donc, vous êtes constitué partie civile lors du procès pénal. Vous dites, j'ai subi un préjudice, je suis parent d'une personne qui s'est suicidée, et vous demandez des dommages et intérêts. Bon, généralement, on demande des dommages et intérêts symboliques, on ne va pas se faire de l'argent sur... Mais par contre, s'il y avait des enfants, etc., on peut demander des dommages et intérêts parce qu'on considère que c'est un manque à gagner et que du coup, les enfants, pour les éduquer, ça ne va pas être la même chose. Mais oui, au civil, c'est sûr, ils ont obtenu des dommages et intérêts. Ok, on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.